Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, Abdoulaye Wade promet des révélations sur la gestion de Macky Sall. Le patron du PDS l'a dit en marge d'une cérémonie d'hommage à El Hadji Ibrahima Niasse, occasion saisie par l'ancien président pour témoigner son affection à Sidi Lamine Niasse. Le feu a encore tué. Cette fois-ci, le drame s'est produit aux Parcelles Assainies. L'incendie a emporté toute la marchandise d'une boutique. La réaction tardive des sapeurs-pompiers est dénoncée. Gandigal, à 2 km de Mbour, l'insécurité hante le sommeil des populations. Les malfaiteurs y dictent leurs lois et multiplient les agressions. L'appel au secours des habitants à suivre dans ce journal. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. L'ancien président de la République était ce jeudi l'attraction lors de la cérémonie d'hommage à El Hadji Ibrahima Niasse dans les locaux de Walfadjri. Abdoulaye Wade en a profité pour témoigner son affection à Sidi Lamine Niasse et la famille de Léona Niassène. Pour ce qui est de l'actualité politique, le chef du PDS donne rendez-vous aux journalistes très prochainement. Un compte rendu de Abdou Khoudous Diallo à suivre avant la fin de ce journal. Venu présenter ses condoléances au patron du groupe Walfadjri suite au rappel à Dieu de son grand frère El Hadji Ibrahima Niasse, le président de la chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, livre ses témoignages sur le défunt Khalif de Léona et loue les qualités d'opérateur économique du défunt. Serigne Mboup que nous écoutons au micro de Issatine. La chambre de commerce de Kaolack, représentant le secteur privé. Vous savez bien que El Hadji Ibrahima, à part côté spirituel, il était un transporteur, un agriculteur, un commerçant, une personne qui est membre de notre chambre et qui nous a beaucoup encadré, qui nous a conseillé, qui nous a encadré. Et c'est quelqu'un qui nous donnait beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui prenait les jeunes comme nous en nous donnant des conseils, à nous expliquer comment qu'il a faire, en nous demandant d'avoir l'endurance du travail. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais et que vraiment, ça m'a tellement touché et j'étais très fier de venir ici et encore rencontrer le président Abdoulaye Wade ici et vraiment tous les membres du gouvernement. Donc nous le présentons nos condoléances à Sidi et au président Macky Sall et l'ensemble de la famille Niassène. Cette cérémonie d'hommage a vu également la présence des ambassadeurs arabes accrédités à Dakar. Dans le reste de l'actualité, un mort et des dégâts matériels, c'est le bilan d'un incendie ce jeudi aux Parcelles Assainies. Une boutique a pris feu et toute la marchandise est partie en fumée. Les témoins dénoncent l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers. On va y revenir avec Théodore Semedo. Je vous le disais aussi en titre, insécurité grandissante à Gandigal, à 2 km de Mbour. Les agresseurs imposent leurs lois aux populations dépouillées de leurs biens et parfois tuées par les malfaiteurs. La correspondance à Mbour de Tchernodaf. Localité située à 2 km de Mbour, Gandigal a peur. Gandigal est en sursis. Nous sommes tous actuellement en sursis. Je les qualifie de criminels. Parce qu'il y a un bon moment qu'ils fassent ces actes-là. Les gens pensent actuellement à s'armer personnellement. Ça veut dire que vous voyez un village où chacun a son pistolet, c'est ce que ça veut dire. Il y a des meurtres, mais vraiment il y a des agressions qu'on ne peut pas comprendre. Et Gandigal actuellement vraiment est en peur. Une seule femme avec sa petite fille ont été séquestrées pendant pratiquement plus de 3 heures de temps. Avant d'amener les 8 cotons y étaient, les 8 moutons. Et c'est dans la même nuit dans la nuit, ça c'était la nuit du mardi. Dans la nuit du mercredi, ils sont revenus attaquer directement le chef de village. On a pris ces 9 moutons, Bali, tant d'autres, je peux citer. Voilà, donc vraiment, le village est en danger actuellement. Une peur causée par les agresseurs, voleurs
et violeurs qui envahissent le village. Tu ne vois pas de moutons, tu ne vois pas de chèvres, même les poulets, on ne voit pas. On n'ose pas garder, parce que tu gardes, on vient, on te tue, on prend ton troupeau. Nous sommes autosaisis pour effectivement écrire une plainte le lendemain, avant d'avoir averti les gendarmes, qui sont autosaisis, évidemment, avec les avoir expliqué les faits, pour évidemment faire des arrestations le lendemain même. Ensuite, nous avons déposé une plainte auprès du procureur, qui a continué, en fait, suite aux instructions qu'il a données aux gendarmes, de faire certaines arrestations qui ont été déportées le lendemain. Ensuite, ce qui fait que nous sommes par rapport en phase avec la loi. On a déjà fait la plainte, déposé auprès du procureur et les arrestations ont été faites. Les arrestations exécutées, donc ils sont jugés. Condamnés, jugés à quoi? Mais de toutes les façons, s'ils reviennent ici au bout de 2 ou 3 ou 4 mois, ou quelque chose comme ça, il est clair que les populations vont surveiller. Aussi bizarre que cela puisse paraître, tous ces malfrats habitent à Gandigal. Comme xam nañ leen ñoo bokk dëkk gars yi trappé leen ci biir dëkk bi ba jàpp ci ay ñaar ci suba gi ñun automatiquement ñu wàññeeku ñu def suñu certificat médical yi nga xam ne ñu gaañ il fallait que ñu am ko procédure mën a ubbi procédure ci la mbir mi door ñu def le lendemain donc suñu plainte dem déposer auprès du procureur. Actuellement nii le lendemain jàppaat nañu journée jeudi bi ak journée vendredi bi je crois jàppaat nañu. Des hordes similaires ont également été signalés à Saly, Mbour, Somone et Ngaparou. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. De l'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens réclament des sanctions et la fermeture des dépôts illégaux en conférence de presse. Ils ont dénoncé l'inertie des autorités face à ce fléau. Dr Mohamed Sow, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est au micro de Rokhaya Ndoura. Alors, ce point de presse a été convoqué suite à une saisie record de médicaments contrefaits au niveau de Touba, Belel, le lundi 11 novembre, d'une valeur de 1,335 milliard. Ça n'a jamais eu lieu dans ce pays-là. Nous avions des éléments en 2004 qui tournaient le marché du médicament, des faux médicaments, aux environs de 4 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, en une seule prise, on est à 1,335 milliard, c'est-à-dire que ça dépasse toutes les estimations. Et donc, au niveau de ces médicaments, la chose la plus grave, c'est que nous avons détecté des injectables, des pommades, des collyres et des antibiotiques. Et tous ces faux médicaments, si étaient administrés à des populations, ce serait une mort certaine qui les attendait. Parce qu'une injection, lorsque vous le faites à une personne, si c'est du poison, ça va directement au cœur et c'est la mort qui devrait s'en suivre. Et aujourd'hui, nous avons demandé et obtenu auprès du procureur de la République de Diourbel qui a accepté d'ouvrir une enquête judiciaire pour que le demandeur, les commanditaires également soient pris. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre les vendeurs à la sauvette, mais également que toute la chaîne de responsabilité dans ce marché parallèle, que toutes ces personnes soient arrêtées et jugées pour qu'également l'exemple soit donné. Ce fait nous démontre que les actions qui ont été mises en œuvre n'ont pas été suffisantes. La ville de Touba a besoin d'avoir des pharmaciens qui ont fait des hautes études et qui viennent s'implanter. À Touba, il existe là-bas que 33 pharmaciens pour une population de 2 millions d'habitants et plus de 300 dépôts illégaux. Ceci est profondément anormal. Scandale autour d'un car rapide mis en fourrière puis remis en circulation avec sa carte grise dans le cadre du renouvellement des véhicules de transport en commun. Aftus dédouane et charge ses détracteurs. Face à la presse, les responsables de cette association ont aussi appelé l'État à des concertations permanentes, mais sans la présence des syndicalistes. Djibi Ndiaye, leur porte-parole, est au micro de Théodore Semedo. Ce bus a été détruit en 2006 avec toutes les pièces, la carte grise et la licence. Donc aujourd'hui, si on dit qu'il y a encore des Tata ou bien des Carapi et des Nyanga qui circulent à Dakar, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint le nombre exact qu'on avait, recensé dans le cadre de Dakar. Comme dans tous les secteurs, il y a des gens qui sont là et qui font du n'importe quoi pour se procurer de l'argent. C'est ce qui s'est passé. Mais au niveau du service des mines et au niveau de la pluie, il n'y a pas eu de trafic. Parce que ces bus ont été cassés et rangés dans des tiroirs.
on a eu à changer 505 minibus. C'était la première tranche. Et c'est ça que la Banque mondiale avait financé. Ce financement, l'Afrique a remboursé à 100%. Même aujourd'hui, on travaille avec des banques locales qui sont là. Et ces banques locales, on est en train de les rembourser normalement. Un syndicat ne doit pas se lever un beau jour pour dire qu'il va aller en grève et immobiliser les véhicules et transporteurs. Ça, c'est pas possible. Et ça ne doit plus se faire au Sénégal. Donc, notre position sur ça, c'était de dire que on donne un signal fort à l'État. Parce que ce sont eux qui reçoivent les syndicalistes. Ce sont eux qui leur permettent de faire ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, en tant que propriétaires des véhicules, on dit à l'État de convoquer, même s'il y a des réunions, de convoquer à part les syndicalistes et de convoquer à part, dans notre part, les transporteurs. On a Transvie qui, aujourd'hui, prend en compte, côté santé, les chauffeurs, les receveurs, les régulateurs et tout le monde. Ça n'existait pas dans le transport. Eux, ils ont des badges pour faire le transport gratuitement. Ça n'existait pas dans le transport. On a une banque où on peut leur donner des crédits. Ça n'existait pas dans le transport. On ne peut pas satisfaire les gens à 200%. Ça, c'est pas possible. Vient de réparer la motopompe, mettant fin à 5 mois de souffrance due à un manque d'eau. La correspondance de Soli Bouramadabo. L'eau coule en flot à Congoli, l'un des quartiers périphériques de la commune de Kédougou, après plus de 5 mois de souffrance aujourd'hui. La joie se lit sur les visages de ces dames qui esquissent des pas de danse pour exprimer leur satisfaction. Vous avez beaucoup souffert, vous voyez, c'est dans cette mare où nous prenons de l'eau, avec tout ce que cela comporte, comme une maladie. En lui emboîtant le pas, le délégué du quartier et le président du conseil communal de la jeunesse confirment. Vraiment, nous sommes contents parce que vraiment, monsieur le maire nous a sauvés. Je peux dire qu'il nous a sauvés pour le problème des maladies. Parce que boire de l'eau qui n'est pas potable, vous savez, tout le monde, ça c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Alors c'est pourquoi vraiment nous pouvons faire que remercier le maire. Vraiment, ça a été vraiment des moments pénibles, en tout cas pour les populations de Congori. Personnellement, j'ai été interpellé sur le cas, vraiment, j'ai dit, mais ensemble, Inch'Allah, nous allons combattre en tout cas pour amener l'eau en tout cas dans cette localité qui est en tout cas source de vie. Il faut en tout cas faire le maximum possible en tout cas pour satisfaire en tout cas ces populations de Congori et à ce jour en tout cas de l'eau un peu. Autre doléance, pas la moindre, reste le lotissement du quartier et le manque d'électricité. Et là, les représentants du maire les rassurent. Je pourrais dire que pratiquement, vous savez que c'est un quartier qui existe depuis longtemps. Mais malheureusement, un quartier qui a été habité et aujourd'hui, le quartier est confronté à un problème de lotissement aussi. Parce que cette doléance a été soulevée par les populations. Il y avait le problème de l'eau, il y a le problème du lotissement et aussi peut-être le problème de l'électrification. Je pense que toutes ces doléances-là sont prises en charge par le maire actuellement. À signaler que plusieurs intervenants se sont succédés au micro pour exprimer leur joie de voir le liquide précieux. À leur merci. Kédougou, Soli Bouramadabo, à Place Chumefal pour la radio-télévision. Concilier les positions de la classe politique pour réussir un dialogue sincère, une chose quasi impossible malgré les nombreux appels du côté des principales forces de l'opposition. On campe sur les préalables comme les termes de référence, la sincérité du dialogue, la libération de Khalifa Sall. Abdou Khoudous Diallo, Mami Kanté, reportage. Malgré le souhait émis par certains foyers religieux pour la tenue du dialogue politique lancé par le pouvoir, les proches de Khalifa Babacar Sall maintiennent leur exigence, la libération du maire de Dakar. Parler de dialogue sans Khalifa Sall, sans le PDS, c'est comme on dit en Wolof, c'est du Narembay. Ce n'est pas une question de participer seulement, mais il y a un processus parce qu'il y a eu, en soi-disant, dialogue ici. On a réuni des gens au palais, mais après, on avait parlé de feuilles de route, on avait parlé de beaucoup de choses, une commission qui va être mise en place, mais au finish, il n'y a pas eu de commission jusqu'à présent. Le Parti démocratique sénégalais, lui, entend attendre les termes de référence de cet éventuel dialogue pour apprécier la nécessité d'y répondre. Nous attendons qu'il nous fasse des propositions, qu'il nous dise les termes de référence
qui nous dise sur quoi on va discuter par rapport à son dialogue politique national. Comprenez que nous sommes parfaitement un parti de dialogue. Emprisonner des cadres politiques, parce que simplement ce sont des adversaires potentiels, emprisonner des députés connus, n'est-ce pas, dont la loi interdit cela, et dire alors messieurs, quand même malgré ça, vous venez dialoguer. Non, je pense franchement, nous n'avons pas le temps de jouer. Hassan Ba de préciser pour ce rendez-vous du 21 novembre. Ce qui est prévu le 21, ce n'est pas le dialogue politique national. Ce qui est prévu le 21, c'est la concertation technique autour du fichier électoral où les partis politiques sont conviés sur le processus électoral, sur les cartes biométriques, sur l'éventualité de la réouverture comme c'est prévu par la loi pour chaque mois de février, éventuellement à l'approche d'élections générales. Et pour cette question, nous pensons pouvoir se regrouper en un large cadre, pour ne pas dire un grand front électoral autour de ces questions. Refuser de répondre à cet appel est une erreur de la part de l'opposition, selon la mouvance présidentielle. Leur intérêt, c'est de participer à ce dialogue-là. Les intérêts de ces différentes formations dont vous parlez, quand même, leur intérêt, c'est de participer à ces échanges. Parce qu'ici, elles ne se présentent pas. Je crois que demain, l'histoire retiendra. Donc, il ne faudrait pas mettre en avant des intérêts immédiats, des intérêts personnels, au détriment de l'intérêt général. À présent, round-up de l'actualité internationale avec Mamadou Ba. Ce qu'on pourrait désormais appeler le feuilleton Mugabe après la menace et l'intervention des militaires qui a entraîné la prise d'Harare, la capitale, et la mise en résidence suivie du président Mugabe âgé de 93 ans. La situation reste confuse ce jeudi au Zimbabwe. Que deviendra Robert Mugabe après 37 ans de règne? C'est la grande question que tout le monde se pose. Des ministres sud-africains, celui de la défense et de la sécurité, sont à Harare pour une médiation entre le président et les militaires pour obtenir un accord pour le futur du Zimbabwe. Selon nos confrères de BBC, les militaires souhaitent que Mugabe quitte le pouvoir, ce qui permettra à son rival Emerson Mnangagwa de le remplacer, comme le stipule la Constitution. Emerson Mnangagwa, qu'il faut rappeler, était le vice-président avant qu'il soit limogé par Robert Mugabe. La réaction de la communauté internationale suite à ce coup de force ne s'est pas fait attendre. Comme coutume, la communauté internationale n'a pas tardé à réagir à cette intervention militaire. L'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Alpha Condé, exige le retour à l'ordre constitutionnel et avertit que le coup d'état militaire ne sera jamais accepté. Pour le président Alpha Condé, il s'agit clairement d'un coup d'état puisque le président de la République est en résidence surveillée. Mais Boris Johnson, chef de la diplomatie britannique, non plus ne parle pas de coup d'état. Il estime que les événements en cours au Zimbabwe peuvent constituer une lueur d'espoir pour la population tout en mettant en garde contre, je cite, une transition qui verrait un tyran non élu remplacer un autre. Les États-Unis et l'ONU appellent quant à eux à la retenue des différents camps devant ce qu'ils qualifient d'intervention militaire dans le processus politique. Un réfugié a succombé dans l'incendie d'un centre d'accueil en Allemagne. Un demandeur d'asile est décédé dans l'incendie survenu tôt ce matin dans un centre d'accueil pour exilés situé dans le nord de la Bavière. Son origine reste inconnue pour le moment. 14 autres personnes sur les 163 qui étaient hébergées dans ce bâtiment ont été légèrement blessées et 6 d'entre elles ont dû être hospitalisées, a expliqué la police. Selon nos confrères de la Voix d'Amérique, les causes de l'incendie restent à déterminer. Il faut rappeler que l'Allemagne, avec plus d'1 million de réfugiés accueillis sur son territoire, des réfugiés venus pour la plupart de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, n'est pas à son premier incendie de centre d'accueil de réfugiés. Le mondial 2002 au Qatar n'est pas proche, mais on en parle. Le Qatar a fixé à $195 par mois, soit environ 97 500 francs CFA, le salaire minimum pour les travailleurs migrants. Annoncé ce jeudi le ministre du Travail qatari. Cette mensualité, a précisé le ministre, ne prend pas le logement, la nourriture et les soins. Ceux-ci sont à la charge des employeurs. Le Qatar compte environ 2 millions de travailleurs migrants employés, notamment sur les chantiers du mondial 2022.
On en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Parlons du génocide rwandais. Jeune Afrique explique comment la justice française a enterré un dossier gênant pour l'armée. Nos confrères d'ajouter, instruite depuis 2005 à Paris, l'information judiciaire sur une possible complicité de génocide d'officiers français au Rwanda en 1994 durant l'opération turquoise semble être en voie d'enterrement. Selon les magistrats, rechigneraient à examiner les responsabilités de l'état-major, des propos relayés également par nos confrères. Restons dans le même siège, cette fois-ci avec IZF qui informe que les rescapés de Bicicero redoutent un non-lieu pour l'armée française. À en croire nos confrères, 23 ans après le génocide rwandais, la justice refuse de faire entendre les anciens plus hauts responsables militaires français dans l'enquête sur de possibles responsabilités de l'armée en marge du massacre de Bicicero, une décision qui rend, selon les partis civils, l'espoir d'un procès. Poursuivons avec IZF, le site ivoirien qui nous mène au Zimbabwe et évoque un coup de grâce qui a échoué. D'après la rédaction du dit site, longtemps considérée comme une femme frivole intéressée par le seul luxe, la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a révélé sur le tas un appétit insatiable pour le pouvoir qui a fait vaciller son mari, le nonagénaire Robert Mugabe. À retenir également que depuis des semaines, l'ex-secrétaire du chef de l'État, devenu sa deuxième épouse, 52 ans, ne fait plus mystère de son ambition de succéder à son mari à la santé de plus en plus fragile. La semaine dernière, elle a obtenu de son époux la tête du vice-président Emerson Mnangagwa, 75 ans, jusque-là présenté comme son dauphin le plus probable. Déterminée à empêcher l'imprévisible, Madame Mugabe de parvenir à ses fins, l'armée n'a pas hésité à intervenir. Grace est responsable de cette crise parce qu'elle voulait prendre le pouvoir et forcer Mugabe à écarter ce qui était en entrave de son chemin, résume pour l'AFP l'expert Shadrach Gouto de l'Université d'Afrique du Sud. Mais son ambition l'a perdue, ajoute-t-il. Elle n'a réussi qu'à accélérer la chute de son mari. Terminons avec Maliweb qui pointe à sa une. Après le refus de la liberté provisoire pour Sanogo et ses co-accusés, les femmes des bérets verts menacent de marcher nues. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a rejeté mardi la demande de liberté provisoire pour le général Amadou Aya Sanogo et ses co-détenus accusés dans la disparition de 21 bérets rouges en 2013. L'ancien putschiste et 17 de ses co-accusés sont écroués en prison depuis 4 ans. Avant de boucler ce journal, je vous reparle de l'ancien président de la République qui était ce jeudi l'attraction lors de la cérémonie d'hommage à El Hadji Ibrahima Niasse dans les locaux de Walfadjri. Abdoulaye Wade en a profité pour témoigner son affection à Sidi Lamine Niasse et la famille de Léona Niassène. Pour ce qui est de l'actualité politique, le chef du PDS donne rendez-vous aux journalistes très prochainement. Le compte rendu est signé Abdou Khoudous Diallo. Après avoir été à Kaolack, l'ancien chef de l'État du Sénégal, chez Sidi Lamine Niasse, pour le besoin de présentation de ses condoléances suite au rappel à Dieu du khalife général de Léona Niassène. Dañu am tradition maanaam aada ci réew mi moo di ku am lu neex nu bokk ko ku am naqar nu bokk ko. Je suis venu ici présenter mes condoléances à Sidi Lamine Niasse après avoir présenté les condoléances à Kaolack et en tant que musulman prier avec toi et prier avec la famille pour que Dieu le clément et le miséricordieux lui accorde le paradis. Des condoléances présentées devant un corps diplomatique, Maître Abdoulaye Wade, accompagné d'une forte délégation, a témoigné son affection, sa proximité à la famille Niassène. Depuis que je suis jeune, je fréquente cette famille, cette confrérie, et le père de Ahmed Khalifa Niasse
Quand je saluais le calife, j'allais chez lui. C'est là-bas que j'étais hébergé. Donc, c'est une maison que je connais très bien. Pourquoi? Un, parce que El Hadji Ibrahima Niass, le fondateur, est un grand Sénégalais. Et on le considère comme un érudit, un savant dans le domaine de la connaissance islamique. Des moments forts qui ont marqué le président du groupe Walfadjri de par son humanisme et de son ouverture, qui a reçu ces témoignages frappants avec beaucoup d'humilité. Repose en paix dans les jardins de l'Éternel, sans tremblement ni peur suscitée par un ennemi ou un ignorant perfide. Prière et salut sur le prophète. وكدت أن أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يا أهل يثرب يا أهل المدينة مكة رمتكم بأفلاز كبدها أو بفلزة كبدها. Ne souhaitant pas se prononcer sur les questions d'actualité politique au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade donne rendez-vous aux journalistes très prochainement. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfenêtre.com. Excellente soirée à tous.